Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation à Just aujourd'hui que nous avons le plaisir de réaliser en partenariat avec la société Azeton. Notre thème du jour, optimiser le parcours client de votre application. Je m'appelle Kevin Ayou, je fais partie de l'équipe marketing d'Adjust et je jouerai le rôle de modérateur tout au long de ce webinaire. Donc j'aimerais commencer par présenter nos deux intervenants du jour. Sans faire offense à notre invité, honneur aux femmes, je vais commencer par Aline Reinisch. Aline est Senior Sales Manager chez Adjust. Elle s'occupe exclusivement du marché français. Et donc, aux côtés d'Aline aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Dumont de la société Azeton. Philippe est le cofondateur et actuel PDG de la société. Merci une fois de plus à tous les deux de prendre part à ce webinaire. Merci Alors, Kevin. Kevin. je vous propose tout de suite de regarder le programme du jour. Alors nous commencerons par nous intéresser donc à la mesure des canaux qui génèrent le plus d'installations de votre application. Nous nous intéresserons ensuite à la segmentation de vos utilisateurs, ce qui nous conduira logiquement à approfondir par la suite les initiatives pour booster l'engagement de ces derniers. Nous finirons par examiner les techniques et les astuces qui vous permettront de maximiser les conversions dans votre application. Et puis à la fin, nous devrions également avoir un petit peu de temps pour répondre à vos questions s'il y en a. Alors juste avant de donner la parole à nos intervenants, quelques petites règles d'usage. Donc ce webinaire devrait durer une trentaine de minutes. Si vous souhaitez poser vos questions à nos deux présentateurs, vous pouvez le faire durant l'ensemble de la présentation à l'aide du petit panneau que vous devez avoir sur votre écran. Où vous pouvez entrer vos questions. Nous vous invitons évidemment à le faire et puis Philippe et Aline répondront tous les deux à la fin de la session. Dernière petite chose, l'enregistrement ainsi que les slides vous seront envoyés après ce webinaire via email. Donc je crois que c'est à peu près tout. Nous sommes donc prêts. Je vais donc dès à présent laisser la parole à nos deux intervenants du jour. Bonjour, je suis donc Aline Rény, je suis responsable du bureau. Euh, je vais commencer rapidement par vous présenter Adjust pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre société. Nous sommes une société de mesure de la performance de vos applications mobiles. Nous faisons de l'attribution. D'ailleurs, nous sommes numéro 1 sur iOS pour nos SDK d'attribution. Nous avons plus de 22 000 clients. On est 150 employés aujourd'hui. On a doublé nos effectifs en un an. On grandit vite et c'est avec vous et c'est grâce à vous nos clients. On peut aujourd'hui parler de big data puisqu'on est à 2 pétaoctets de trafic qui transite par notre SDK open source. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation de Cisco qui dit qu'en 2021, 78% de notre trafic sera, de nos données sera mobile. On est donc bien dans l'ère du mobile first. Alors, le cycle d'optimisation de vos apps. Vos applis mobiles sont clés dans votre stratégie digitale globale. Vous ne direz pas le contraire. Il est indispensable de mesurer les performances en permanence et d'optimiser vos applis mobiles. Le schéma que nous vous présentons avec Philippe est le cycle d'optimisation de vos applis mobiles. Chez Adjust, nous allons aborder les 3 premiers piliers de cette optimisation, qui sont l'attribution de vos sources de téléchargement, l'analyse du comportement in-app de vos utilisateurs et la segmentation de vos audiences avec la création de vos profils clients. Oui, merci Aline. Et puis, donc pour faire la suite, donc comme le disait fort justement Aline, je pense que l'optimisation de vos applications, c'est vrai que aujourd'hui on le traite de manière un peu parcellaire, hein, parce que effectivement on va regarder soit l'attribution, soit la façon dont les gens se comportent dans l'application, mais en réalité, si on se place du point de vue client, c'est vrai que c'est un parcours complet, et c'est ça aussi qui nous a motivé à monter ce partenariat et ce webinaire ensemble. Ouais. C'est effectivement d'avoir la possibilité de vous montrer que effectivement il y a des outils qui peuvent s'intégrer et qui peuvent correspondre au suivi de l'ensemble du parcours client, parce qu'un client c'est quelqu'un qui va décider par télécharger une application, qui va l'installer, qui va commencer à l'utiliser, qui va éventuellement convertir dans cette application. Et effectivement, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est quels sont les bons outils et les bonnes manières de réconcilier cet ensemble du parcours client depuis son acquisition jusqu'à la conversion dans l'application. Merci Philippe. Alors, le premier pilier, c'est le pilier attribution, ou comment mesurer
quels canaux vous apportent le plus d'installations? Quels sont ceux qui vous apportent les utilisateurs les plus rentables? En tant que responsable marketing mobile, votre objectif est d'augmenter l'adoption de vos applis par de nouveaux utilisateurs. C'est un objectif assez complexe. Lorsque vous publiez vos applis dans les stores, vous allez gagner des installations organiques, certes, mais le moyen le plus fiable, le plus rapide pour faire grandir vos applis, c'est l'acquisition de nouveaux utilisateurs, ce qu'on appelle l'UA. Ici, vous voyez un certain nombre de partenaires d'Adjust. La liste est bien sûr non exhaustive, puisqu'on ajoute chaque jour de nombreux nouveaux réseaux, que ce soit des réseaux publicitaires classiques comme Facebook, Twitter, Google, Snapchat, Pinterest, etc., ou des réseaux de retargeting comme TradeMob, comme Remerge, Jump ou encore Criteo. Alors, pour certains de ces réseaux, vous allez pouvoir réaliser avec eux des campagnes d'acquisition importantes, j'allais dire au début du lancement de votre appli, quand vous êtes en soft launch et ensuite quand vous lancez votre appli, des campagnes de boost ou tout au long, j'allais dire, du parcours de cycle de vie de votre appli, vous allez en permanence être amené à réaliser des campagnes payantes d'acquisition. Il est fort probable d'ailleurs que vous utilisiez entre 15 et 20 réseaux différents en même temps pour gagner de nouvelles installations. Mais alors, comment savoir lesquels vous ont réellement apporté un ROI? On est dans un écosystème mobile hyper fragmenté. Je pense que tout le monde, personne ne me contredira sur ce sujet. Lorsque vous diffusez des campagnes avec un certain nombre d'éditeurs variés, certains peuvent avoir leurs propres outils de BI, c'est-à-dire Business Intelligence, ou outils décisionnels pour mesurer leur propre ROI. Et en général, les annonceurs utilisent en moyenne 3 outils de mesure de performance de leur campagne. Alors, avec ces outils, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils réalisent des mesures de performance. Mais comment peuvent-ils répondre à des questions quasiment aussi basiques et aussi simples que ma campagne a-t-elle été un succès? Quel est le ROI de mes dépenses marketing mobile? D'où viennent mes utilisateurs? Alors, sur quel élément ont-ils cliqué qui leur a permis de télécharger votre appli? Ont-ils cliqué sur un lien vidéo, par exemple YouTube, Vimeo, etc. Sur un tweet sponsorisé, sur un post Facebook, sur une campagne AdWords, sur une campagne d'emailing, sur un push notification, un lien de chatbot, un lien direct vers les stores depuis votre site internet. Parce que ça aussi, vous allez voir qu'on peut le mesurer. Quelles sont les pubs les plus efficaces pour acquérir ces fameux nouveaux utilisateurs? Quelles sont celles qui transformeront vos utilisateurs en clients fidèles et rentables? Pour connaître les réponses à toutes ces questions, il vous faut indéniablement intégrer un outil d'attribution. Alors ici, je vous montre un des tableaux de bord d'Adjust qui est la partie graphe, mais vous avez aussi la partie chiffres. Avec Adjust, vous allez pouvoir installer un SDK open source, comme je vous en parlais au tout début de notre présentation. Vous pouvez voir toutes les données de vos campagnes, toutes vos sources d'acquisition dans un seul et même tableau de bord. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce type de tableau de bord. Vous allez pouvoir afficher et configurer à votre guise, puisque vous allez pouvoir customiser ce type de tableau de bord, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le taux de conversion, les réattributions, le nombre d'achats, le revenu, la moyenne des utilisateurs actifs par jour, par semaine, par mois. C'est beaucoup, beaucoup d'informations à analyser. Et bien sûr, vous allez pouvoir aussi analyser tout type d'événements pertinents déclenchés dans votre appli. Je prends 2 exemples de 2 de nos clients. Chez Rovio ou chez Nintendo, par exemple, si un utilisateur atteint un certain niveau dans votre appli de jeu, il passe du freemium au payant, cela peut être considéré comme un événement pertinent pour vos marketeurs mobiles, puisque c'est à ce moment-là que vos utilisateurs deviennent rentables. À partir de quel niveau votre joueur va-t-il être rentable? Vous le saurez sur ce type de tableau de bord. Vous pouvez ensuite comparer les performances de chacun des réseaux et compter le nombre d'installations que chacun a généré durant cette période donnée. Je prends un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien notre tableau. Je vais prendre un exemple sur une campagne d'acquisition donnée pour un client donné.
sur deux réseaux, le réseau A et le réseau B. Pour cette campagne d'acquisition de nouveaux utilisateurs, on voit bien que sur le réseau A, ce réseau a reçu 2 fois plus de clics que le réseau B. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la colonne clics, mais avec quasiment autant d'installations. Alors que le taux de conversion du réseau B dépasse largement le taux de conversion du réseau A. On sait aussi que les utilisateurs du réseau B ont aussi déclenché plus de sessions in-app et plus d'achats. Avec toutes ces informations, vous allez pouvoir mesurer le succès de vos campagnes, analyser plus profondément les données du réseau B et détecter quels utilisateurs sont à l'origine des taux de conversion les plus élevés. C'est tout ce que vous donne ce type d'outil. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à ce graphe. C'est un graphe qui nous vient de chez eMarketer. Il fait un petit peu peur, puisque quand on regarde un peu le taux de rétention de nos fameux utilisateurs une fois que vous les avez acquis, au bout de 3 mois, c'est 80% de vos utilisateurs que vous perdez. C'est 80% de votre travail, de votre budget et de votre temps fichu en l'air, si je puis me permettre l'expression. Autrement dit, l'acquisition n'est que la moitié de votre bataille marketing mobile. Vous allez analyser le comportement in-app de vos utilisateurs, vous allez identifier comment un utilisateur devient un client rentable, quels utilisateurs déclenchent vos événements comme l'abonnement, qui a mis au panier, qui a acheté, qui a atteint tel ou tel niveau de jeu. Grâce à une analyse in-app approfondie, vous allez découvrir quels sont les canaux les plus rentables, au plus fort taux d'engagement, sur quels canaux augmenter votre budget d'acquisition et surtout stopper ceux qui performent le moins. Vous allez réengager vos utilisateurs pour stimuler leurs activités in-app. Vous allez leur faire découvrir une nouvelle appli, par exemple. Alors, comment? En les segmentant, en créant des segments spécifiques que vous allez envoyer à vos partenaires, les réseaux. J'aime toujours bien commencer par les chiffres. Alors, commencer dans une présentation ou en tout cas, à un moment donné, annoncer des chiffres clés, comme par exemple ici. Les annonceurs partagent leurs données utilisateurs avec en moyenne 10 réseaux publicitaires. C'est beaucoup de données partagées avec vos différents réseaux. La plupart partagent même leurs données de revenus. On va y revenir. Vos données sont plutôt sensibles, puisque quand vous partagez vos données avec les réseaux, vous partagez la plupart du temps presque toutes vos données. Il y a des réseaux évidemment avec lesquels vous avez parfois de sérieux conflits d'intérêts, puisqu'ils travaillent pour vous, pour un Spotify et pour un Deezer par exemple. Vous partagez des données sensibles avec le revenu, comme par exemple le revenu ou le daily et monthly active users ou bien vos taux de croissance. Je ne suis pas sûre que tous les réseaux ont besoin de ce type d'informations. Vous payez des réseaux pour qu'ils créent des segments d'utilisateurs sans garantie de transparence de coût. C'est de moins en moins le cas, mais ça peut encore arriver. Et vous êtes parfois limité dans vos choix de réseaux quand il s'agit de campagnes de retargeting un peu sophistiquées. Il faut vraiment choisir les bons réseaux. Pour limiter ces risques de partage de données sensibles, nous avons créé Audience Builder chez Adjust. Comme l'explique notre directeur technique, notre CTO et cofondateur Paul Muller, dans une interview d'ailleurs détaillée que vous allez retrouver sur notre blog Adjust, au départ, nos annonceurs voulaient pouvoir créer par eux-mêmes des listes d'installations publicitaires, d'identifiants publicitaires, pardon, des advertising IDs, afin de les recibler. Mais ils n'avaient pas les outils pour. C'est comme ça qu'on a créé Audience Builder. En effet, chez Adjust, on est scalable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins de nos clients, on grandit avec eux, et vice-versa. Mais qu'est-ce que exactement Audience Builder? Alors, Audience Builder, c'est de la création de segments. Vous allez créer des profils à partir de données pertinentes que vous avez récoltées sur votre tableau de bord. Vous allez générer des segments en temps réel que vous allez pouvoir diviser en sous-groupes, jusqu'à 10. Le nombre d'éléments de segments est quasiment illimité. Vous allez exporter ces segments via de simples URL, de listes qui sont des listes de device IDs ou de push token. Et vous allez envoyer ces segments à des partenaires, comme par exemple des partenaires qui ont des API comme Facebook ou Google, ou bien d'autres partenaires. Alors,
Quand vous allez créer ces segments, vous allez leur adjoindre des conditions spécifiques. Par exemple, la date de l'installation, la version de l'OS, le pays, les événements déclenchés, pourquoi pas l'ensemble de votre Customer Journey. Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser les segments de notre API, puisque c'est une API segmentation, Audience Builder. Je vais en prendre deux. Pour réaliser des campagnes de cross-promotion entre vos applis, vous allez utiliser Audience Builder. Je prends deux exemples. Celui de Runtastic, qui lance une nouvelle appli, d'ailleurs qui l'a lancé récemment. Ils ont sélectionné les utilisateurs actifs, les plus actifs de la série de leurs applis qui s'appelle 3D, pour en faire de la cross-promotion sur leur nouvelle appli Result. Eh bien, je peux vous dire que le résultat est impressionnant. Autre exemple, celui de Blablacar, qui vient de lancer, je pense que vous avez tous suivi, le lancement de la nouvelle appli de Blablacar, qui est BlablaLines, qui a également fait de la cross-promotion en utilisant des utilisateurs actifs avec des conditions spécifiques de leur appli existante Blablacar. Pareil, résultat impressionnant. Vous pouvez aussi, deuxième exemple, vous pouvez aussi utiliser Audience Builder pour exclure des utilisateurs actifs. L'un de vos problèmes clés, vous, chez les annonceurs, les éditeurs d'appli, que vous rencontrez quand même assez souvent, c'est que si vous avez une campagne payante, pas seulement au coût par install, mais aussi au coût par impression ou au coût par clic, vos utilisateurs les plus fidèles vont eux aussi probablement cliquer sur vos annonces publicitaires. Vous ne voulez pas gaspiller votre budget sur des utilisateurs que vous avez déjà. Vous allez ici pouvoir les exclure de vos campagnes au travers d'une liste. Alors, pour résumer, grâce à Audience Builder, vous allez reprendre le contrôle de la diffusion de vos données. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir choisir, sélectionner les données indispensables avec vos partenaires, vos networks ou vos partenaires de retargeting par exemple. Vous ne partagez que les données nécessaires. J'insiste un petit peu. Vous allez vous protéger de la fraude aux fausses installations et éviter le mauvais ciblage. Vous conservez vos données et surtout optimisez vos budgets. Vous reprenez le total contrôle et la gestion de vos données. Alors, nous avons vu les trois premières phases d'optimisation de nos applis. Je vais pouvoir laisser la parole à Philippe. Donc, je rappelle juste ces trois premières phases, l'attribution de vos sources de téléchargement, l'analyse du comportement in-app de vos utilisateurs et la segmentation de vos audiences avec la création de profils utilisateurs type en fonction de vos objectifs marketing. Philippe, j'ai la chance d'avoir à mes côtés, va pouvoir poursuivre les trois prochains piliers avec vous. Merci Aline. Merci beaucoup, Philippe. Et effectivement, l'important, je pense, c'est effectivement de regarder, comme je le disais au départ, le parcours client dans son ensemble. Parce que, effectivement, c'est vraiment important de faire en sorte qu'on va optimiser la façon dont on va acquérir les utilisateurs et faire en sorte que ces utilisateurs restent dans l'application. Maintenant, une fois qu'ils sont dans l'application, il faut effectivement travailler sur comment faire en sorte que on optimise leur expérience et on fasse en sorte également que ce soit les utilisateurs les plus engagés, les plus efficaces et les plus on va dire rentables dans l'application. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette partie-là. Et du côté Azeton, en fait, nous on a réellement démarré en fait avec l'idée d'avoir une solution qui permette de faire trois choses. La première, c'est de comprendre l'expérience utilisateur, c'est-à-dire de faire en sorte que on va vous donner des outils au-delà de ce que vous avez avec ce que propose Adjust, mais aussi ce que proposent vos outils d'analytics classiques, qui sont une bonne compréhension du nombre de lancements de l'application, du nombre de sessions, etc. Mais là, vraiment, de vous donner les informations sur comment les utilisateurs interagissent avec l'interface utilisateur de votre application mobile. Une fois que vous avez ça, vous pouvez évidemment en prendre des conclusions pour faire évoluer votre application, mais vous pouvez aussi utiliser notre deuxième module qui est un module d'A/B testing de l'application mobile. Et là, l'idée, c'est d'aller proposer à vos clients de tester, en fait, donc déployer sur leur mobile des nouvelles variantes de votre application sans jamais avoir à republier votre application, donc sans jamais avoir à passer par la soumission au store. Vous allez pouvoir déployer une modification de votre application directement dans une application qui est aujourd'hui en production.
Et puis la troisième partie, c'est de se dire, mais à partir du moment où effectivement on sait beaucoup de choses sur ses utilisateurs, on peut aller jusqu'à personnaliser son application, c'est-à-dire en fonction du contexte et du profil utilisateur, faire en sorte que on ait un fonctionnement d'application, des présentations, des informations qui soient spécifiques à chaque utilisateur et à chaque contexte. La phase 0, et pour rebondir là aussi sur ce qu'Aline disait sur la segmentation client, chez nous, ça passe par un outil qui s'appelle le Profile Builder. Alors, il s'appelle pas Audience Builder, mais c'est pas loin. Et l'idée, en fait, c'est de faire deux choses. C'est à la fois pouvoir définir des profils, mais aussi pouvoir réutiliser des profils existants. Pourquoi? Parce que quand vous en êtes à vous pencher sur l'optimisation de l'utilisation de votre application, ça veut dire que très probablement, vous avez déjà créé des segments. Alors, vous les avez peut-être créés avec Adjust, mais vous les avez peut-être créés aussi avec d'autres outils par exemple, de push notification mobile. Vous avez peut-être aussi de la segmentation dans votre CRM ou dans votre DMP. Tout ça, c'est des outils en fait qui vont vous permettre de segmenter de manière très pertinente votre audience et sur laquelle vous allez pouvoir importer ces segments existants dans notre plateforme. L'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire, par exemple, dans Adjust, je vais définir des profils en fonction de où viennent mes clients, de quel comportement éventuellement ils ont déjà eu dans l'application, et je vais pouvoir les réutiliser, voire les combiner avec des informations que nous, on va compléter. Par exemple, la façon dont, effectivement, ils utilisent l'interface de l'application, par exemple, la façon dont ils vont se comporter dans l'application, parfois sur des tests qu'on a pu faire en termes de tests AB sur l'application. Et donc, toute cette information de segmentation, nous, on la qualifie, vous le voyez, d'étape 0, c'est-à-dire un peu de la façon dont vous allez justement mieux cartographier vos clients et justement ensuite pouvoir aller un peu plus loin sur la compréhension et l'optimisation de leur expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que tous ces segments que vous avez en fait dans la partie Profile Builder chez nous, donc importer ou créer avec notre outil ou combiner ensemble, eh bien vous allez pouvoir les utiliser à la fois pour analyser l'expérience utilisateur, et c'est ce qu'on voit ici avec les heatmaps et la partie UX Analytics, où vous allez pouvoir segmenter justement cette vision de l'expérience utilisateur par segment client, qui sont pertinents pour vous, et là en fait vous allez pouvoir voir, encore une fois, par segment client, quels sont les gestes qui sont effectués, combien de temps on prend entre chaque geste, quelles sont les manipulations qui sont prévues, qui ne sont pas prévues, c'est quoi l'engagement réel de vos clients. Donc des informations qui viennent compléter, encore une fois, les données que vous avez avec votre analytics classique. Donc si on décrit rapidement le rapport que je vous ai illustré à droite et sans rentrer trop dans les détails, vous voyez par exemple que sur ce rapport, on voit que sur la page panier de cette application, qui est pour le coup une vraie application, on avait jusqu'à 7,5 ou 8% des gestes sur cette page qui sont des gestes de scroll. Évidemment, sur une page panier, c'est pas idéal, donc on voit assez rapidement que ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'optimiser. L'autre chose que l'on s'est rendu compte également sur cette application, c'est que sur la page login, qui est évidemment une page critique quand on lance son application, sur cette page login, il y avait quand même pas mal de zoom, et quand on creuse en fait sur la donnée, sur cette petite barre que vous voyez à droite, on s'est aperçu que ça concernait principalement des gens qui avaient des plateformes Android avec des grands écrans sur lesquels en fait le texte était réduit à une taille très petite, et évidemment c'est quelque chose là aussi qu'il faut optimiser. Ou encore une dernière chose que vous pouvez constater, c'est sur la partie basse de l'écran ou sur la page gestion de compte de cette application, en moyenne les utilisateurs mettent jusqu'à 7 secondes avant de faire leur premier geste, et la raison pour laquelle on remarque ça, c'est tout simplement parce que la page elle est un peu confuse dans cette application, et ça a un impact réel effectivement sur les utilisateurs qui hésitent beaucoup avant de savoir par quel bout prendre cette page-là. Donc ça donne beaucoup d'informations, on va dire chiffrées, sur la façon dont on peut prioriser ces optimisations, mais il y a aussi une partie un peu plus graphique qui est justement la gestion des heatmaps. Alors les heatmaps, en tant que tels, vous les connaissez probablement, et c'est vrai que c'est assez intéressant déjà sur le web de le regarder. Je dirais que sur le mobile, c'est probablement encore plus intéressant parce que la richesse d'interaction, elle est évidemment beaucoup plus importante. Donc,
Là, vous voyez un exemple d'une application Orange qui est équipée de notre SDK. Donc évidemment, on a la visibilité sur les zones qui sont interagies. Et vous voyez, sur cette application-là, il y a un des écrans qui est en l'occurrence une page dans laquelle il y a un certain nombre de vignettes pour accéder à des flux TV en direct, en live. Et ben, on s'est aperçu que sur cette page-là, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de faire des zooms sur ces vignettes plutôt que de taper. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas le petit icône qui permet de dire il faut taper pour jouer. Et donc on s'aperçoit que vous voyez ici, il y a 27% des gestes sur cette page. Les gens ils essaient de zoomer sur les vignettes. Bon, ben, c'est un peu frustrant pour les utilisateurs parce que zoomer sur cette page-là, ça sert à rien. En fait, c'est uniquement taper qui permet d'activer ces flux TV. Donc ça, c'est un bon exemple. Un autre exemple, évidemment, c'est voir quand on utilise l'interface d'une application mobile, quelles sont rapidement les pages qui sont, ou les éléments qui sont le plus interagis. Et ça permet de le voir d'un simple coup d'œil sans avoir fait jamais aucun tag dans l'application. Et donc, toute la partie d'ailleurs que je vous montre, qui est l'UX Analytics et les heatmaps, ça nécessite aucun tag. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que les utilisateurs font réellement avec un écran. Et là, en l'occurrence, vous avez un exemple qui est assez intéressant, qui est une page produit sur lequel, vous voyez, il y a des zones, hein, donc une zone livraison, une zone satisfait remboursé. Alors, ces zones, elles sont juste pour information dans l'application, mais on voit clairement qu'il y a des gens qui essayent de taper sur ces zones-là. Alors, manque de chance, c'est pas des zones qui ont été prévues pour être tapées ou zoomées ou quoi que ce soit. Hein. Donc, là, il y a des gens qui vont essayer d'interagir pour avoir plus d'informations sur ces zones-là. Mais manque de chance, c'est quelque chose qui se reflète par une frustration dans l'utilisation de l'application. Dans l'autre sens, il y a peut-être des choses que vous avez prévues dans votre application. C'est le cas sur cette page-là où les photos sont à la fois swiper sur la page, comme vous voyez, avec les petits points qui sont en bas. Donc, on peut défiler les différentes photos, mais on peut également zoomer sur ces photos-là. En fait, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde la répartition des gestes? On regarde sur la partie droite de l'écran, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui font effectivement des slides, donc qui défilent les photos, mais il y a globalement relativement peu de gens qui font des zooms. Et donc là aussi, c'est un peu le contraire de la chose qu'on avait vue avant. Là, on a prévu une possibilité pour l'utilisateur, mais peut-être parce qu'elle n'est pas très visible sur l'interface, ou en tout cas les gens ne le réalisent pas forcément, elle est sous-utilisée par rapport à ce qu'on avait implémenté. Donc ça vous montre un peu justement cette partie analyse de l'expérience client et effectivement se dire, effectivement, il y a des éléments que je peux améliorer dans mon application et comment je peux les améliorer, soit en revenant vers mon équipe de développement, soit en essayant de tester des choses directement dans mon application en production. Et c'est là où la notion d'A/B testing elle est intéressante. D'abord parce que quelque part, il n'y a rien de moins agile qu'une application mobile hein, quand on développe ça par rapport à un site web. C'est vrai qu'on est soumis à ce cycle infernal qui est je suis obligé de redévelopper, de resoumettre, d'attendre que ce soit validé, d'attendre que ce soit déployé pour faire n'importe quel changement à mon application. Avec l'A/B testing, on va permettre de passer outre un peu de cette lourdeur inhérente aux applications mobiles et créer des modifications qu'on va directement déployer dans les téléphones ou les tablettes des clients. Et en fait, il y a deux manières de faire de l'A/B testing dans une application mobile chez nous. C'est d'un côté ce qu'on appelle de l'A/B testing visuel. Alors là, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que on a un outil avec le Visual Editor que vous avez sur la droite de l'écran qui va vous permettre de faire n'importe quelle modification de n'importe quelle propriété des éléments de la page, de n'importe quelle page de votre application. Donc on va pouvoir modifier, comme vous le voyez ici, la taille, la couleur, le texte, l'image, bref, toutes les propriétés classiques d'un élément. Et ça, on va pouvoir le faire tout simplement avec un simple clic. Il n'y a eu aucun tag qui a été réalisé dans l'application. Donc, on a juste intégré notre SDK à l'application, on l'a soumise au store, et en fait, à un moment donné, sur une application qui est en production, on se dit, ah, tiens, je voudrais changer le bouton, l'intitulé, la façon dont il est présenté sur cette page. Je peux le faire à n'importe quel moment sans aucune contrainte. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une grande agilité. La seule limitation de cet élément-là, c'est que ça ne concerne que les éléments de l'interface utilisateur. C'est pour ça qu'on a un autre mode qui s'appelle l'A/B testing universel, et celui-là, en fait, il va permettre d'aller beaucoup plus bas dans l'interaction avec le fonctionnement même de l'application. Et là, on va pouvoir activer ou désactiver, faire des déploiements progressifs ou des rollbacks de fonctionnalités et modifier une fonctionnalité, un bloc de code, même les tunnels d'acquisition ou de conversion des utilisateurs. Donc vraiment travailler en fait avec on va dire le fonctionnement même de l'application.
Alors, la nécessité pour arriver à ça, c'est de taguer les éléments qu'on veut contrôler dans l'application. Donc, il y a un travail à faire en amont. En revanche, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la façon dont on va faire évoluer cette application. Bon, je vais passer sur la vidéo, on vous enverra le lien de la vidéo qui vous montre un peu une illustration de cet éditeur visuel. Mais un résultat d'A/B testing que vous avez ici et qui illustre bien quelques possibilités de ces fonctionnalités-là, c'est le cas de Avant d'en louer, qui est un de nos clients, qui a pu jouer avec notre outil avec différentes variantes de leur barre d'action que vous avez en bas de l'application mobile. Donc, ils avaient avant une barre avec contacter l'agence qui déclenchait un petit pop-up, les différentes options. Ils ont testé différentes variantes. Ils sont arrivés à la variante que vous avez sur la droite, qui est aujourd'hui la variante par défaut dans l'application, et qui a représenté un bond de 36% des conversions, c'est-à-dire 36% de gens qui appelaient ou envoyaient un email à l'agence, qui est quand même très très significatif. C'est énorme. Et la raison pour laquelle c'est vraiment intéressant, c'est que on s'aperçoit assez bien avec cet exemple-là que en faisant des petites modifications à son application, on peut avoir de très très grosses améliorations de son taux de conversion. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion de personnalisation. Et pourquoi en fait? Parce que cette notion de personnalisation, vous en avez sûrement entendu beaucoup parler, dans une application mobile, ce qui est vraiment intéressant et probablement spécifique à une application mobile, c'est que globalement, vous n'avez jamais su autant de choses sur vos utilisateurs que depuis qu'ils utilisent une application mobile. C'est pour ça que vous allez, avec l'Audience Builder de chez Adjust, avoir des tonnes d'informations sur d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils commencent à utiliser l'application, avec nos outils sur comment ils engagent, quels gestes ils font, où est-ce qu'ils travaillent en fait justement le temps passé et les gestes sur l'application. Et vous allez pouvoir enrichir ça avec toutes les données tierces dont on a pu parler au départ. Et en fait, vous vous apercevrez très vite que si vous avez des segmentations homogènes de clients, différentes variations de votre application, évidemment, n'ont pas les mêmes résultats sur différents profils. Et donc, si je fais un test A/B, par exemple, sur deux populations homogènes complètement différentes, très souvent, et croyez-moi d'expérience maintenant, on l'a vu chez quasiment tous nos clients, on a des résultats très différents selon les profils utilisateurs. Et globalement, si vous avez deux variantes différentes qui fonctionnent mieux chez l'un puis chez l'autre des clients, la conclusion assez logique, c'est de dire aujourd'hui, de manière un peu contrainte, quelque part, je fais la même application pour tous mes clients, mais rien ne m'empêche d'avoir une application légèrement différente pour un client ou pour l'autre. Et donc, effectivement, avec les notions de personnalisation, et nous, on a un module de personnalisation dédié dans notre plateforme, vous allez pouvoir regarder votre page d'accueil, vos menus, vos tunnels d'achat, vos fonctionnalités de l'application, et on va dire les travailler de manière différenciée selon le profil, l'expérience précédente de l'utilisateur, le contexte d'utilisation, voire la localisation de l'utilisateur. Et un exemple que je peux vous donner, c'est avec un de nos clients qui est dans le monde de l'assurance, dans lequel en fait notre plateforme vient s'interfacer avec leur CRM, avec leur outil de push notification, avec leur DMP, et tout simplement on va permettre, en fonction de la localisation du client, est-ce qu'il est à son domicile ou pas, en fonction du profil client, c'est-à-dire quel type de contrat j'ai souscrit à mon assurance, en fonction de mon statut, est-ce que je suis en train de faire une demande de remboursement ou est-ce que j'ai besoin de suivre une existante, etc. Est-ce que j'utilise souvent l'application ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait éventuellement si je me suis connecté au site web avant même de lancer mon application pour la première fois? Toutes ces données-là, en fait, elles viennent enrichir notre plateforme et elles viennent permettre à l'utilisateur directement de voir en fait les vignettes qui sont les plus pertinentes pour son application à son moment d'utilisation donné, à son contexte d'utilisation donné. Donc, au lieu d'avoir la même page d'accueil, le même menu pour tout le monde, on a un menu et une page d'accueil qui est directement, instantanément personnalisé pour l'utilisateur au bon moment et au bon endroit. Et pour vous donner un exemple encore plus simple, mais qui est tout aussi efficace, c'est travailler sur l'onboarding, qui est effectivement un moment clé ou sur lequel vous ne pouvez pas vous rater, parce que cet utilisateur que vous avez acquis chèrement, c'est ce que disait Aline tout à l'heure, il faut effectivement faire en sorte qu'il ne soit pas là une seule fois dans votre application, mais qu'il passe le cap de la première utilisation pour devenir l'utilisateur récurrent.
Là, ce qu'on a fait avec cette application, qui est le Cloud by Orange, on a travaillé tout simplement sur la façon dont les fonctionnalités de l'application sont disposées pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs récurrents. En l'occurrence, l'application Cloud, il y a une fonctionnalité qui est évidemment clé pour les nouveaux utilisateurs, qui est synchroniser ces fichiers. Et synchroniser ces fichiers, c'est très important pour les nouveaux utilisateurs, mais une fois que vous l'avez utilisé, parfois, c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement. Donc, dans leur application, par défaut, en fait, comme c'était pas une fonctionnalité très souvent utilisée, elle n'était pas très bien mise en avant. Ce qu'on a fait en fait avec eux, c'est tout simplement on a permis aux nouveaux utilisateurs, jusqu'à ce qu'ils synchronisent leurs fichiers, de mettre très en avant cette fonctionnalité à la fois dans la page d'accueil et dans les menus. Et puis, dès que les utilisateurs ont justement synchronisé leurs fichiers, cette fonctionnalité, elle passe en arrière-plan, ou elle passe de manière moins visible, de manière à mettre en avant les fonctionnalités plus récurrentes de l'application. Et grâce à ça, en fait, ils ont amélioré leur onboarding et la réutilisation de leur appli, c'est-à-dire les nombres de gens qui passent à une deuxième utilisation de plus de 26%, donc ce qui est quand même évidemment très très important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Aline, effectivement, c'est un des éléments clés pour faire en sorte que le ROI de son application mobile et de l'expérience des utilisateurs soit réussi. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un aperçu de notre plateforme et pour vous dire effectivement que nous aussi on a eu la chance de travailler avec énormément d'acteurs, leaders du mobile et on se tient à votre disposition pour vous en dire plus. On pourra à la fois vous en parler sur notre site web et puis vous faire des démonstrations. Et je pense que l'idée, c'était également de finir ce question qu'on a vu apparaître dans le cours de cette session. Donc, Kevin, tu as des questions ou tu veux qu'on regarde de notre côté parce que je crois qu'il y a pas mal de questions là. Tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà tous les deux pour cette petite présentation. Alors, on a une question pendant le... Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos participants que s'ils ont des questions, ils peuvent tout de suite les poser à l'aide du panneau GoToWebinar. Alors on est un petit peu à court de temps, donc je ne sais pas si on aura l'occasion de répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire du mieux possible. On avait une petite question qui était par rapport au segment de l'Audience Builder, donc plutôt pour Aline, qui était donc est-ce que les segments sont updatés dans le temps? Alors oui, effectivement, puisqu'en fait quand tu crées des segments, tu vas créer des sous-segments, des groupes de façon dynamique, par des URL dynamiques. Et donc à chaque fois que l'annonceur, donc l'éditeur d'application ou n'importe quel autre de ses partenaires clique sur ce lien, il est updaté. Et donc, qu'est-ce qui est updaté? Ce sont les listes d'advertising IDs ou de push token. Donc, effectivement, c'est analysé actualisé en temps réel à chaque fois en temps réel, c'est-à-dire à chaque fois qu'on clique sur ce fameux lien dynamique. Et pour nous d'ailleurs, parce que c'est un peu le même principe, on a effectivement des mises à jour en temps réel et on a ensuite des connecteurs avec des plateformes tierces. Et là, généralement, c'est mis à jour tous les jours. C'est quotidiennement pour les connecteurs externes. Et une chose qui est importante, enfin je ne sais pas si c'est le cas, mais une chose qui est importante, c'est qu'on peut soit avoir des segments qui sont mis à jour en temps réel, soit des segments qui sont figés dans le temps. C'est-à-dire si on veut prendre une photo à un instant T, on peut également le faire chez nous, c'est-à-dire prendre un segment et en fait le figer dans le temps pour le réutiliser par la suite. Alors chez Adjust aussi, c'est simplement que quand tu vas cliquer, à chaque fois que tu cliques sur le lien, ça te met à jour les utilisateurs présents. Voilà. Ok. Merci beaucoup tous les deux. Seconde petite question, je pense plutôt pour Azeton. Comment les variations sont déployées sur les mobiles? Est-ce en temps réel? Alors oui, la façon dont alors c'est du temps réel au niveau de la création des variations. La façon dont ça fonctionne ensuite, c'est les applications en fait ne viennent pas directement parler à nos serveurs, c'est en fait nos SDK qui sont installés dans les applications qui parlent avec nos serveurs. En fait, la façon dont ça se passe, une fois que la création d'une variation a été mise sur nos serveurs, elle est directement attribuée par nos serveurs à différents mobiles. Les SDK en fait viennent vérifier à intervalles réguliers ou à l'activation d'une session s'il y a une variation qui leur est déployée. Si c'est le cas, en fait, le SDK va télécharger la variation sur une base en local qui est gérée par le SDK. Et une fois que la variation a atterri en local, en fait, sur le mobile de l'utilisateur, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle est disponible dans l'application. Donc,
c'est en temps réel, mais il y a en fait ce système de distribution asynchrone. Et la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est que ça permet en fait à l'application, en fait, qu'elle soit connectée ou non, en fait, elle va servir une variation qui est toujours la même, qui est constante et qui a aucun ralentissement, en fait, aucun retentissement sur la performance de l'application, puisqu'elle s'exécute comme si elle utilisait ces données standards qui sont stockées en local. La seule différence, c'est que plutôt que d'exécuter en fait des éléments qui sont dans le code de l'application, elle va venir piocher des informations dans le cache du SDK. Merci Philippe. Alors on a pas mal de petites questions sur les segments, Aline. Alors je vais essayer d'en grouper deux. Est-ce que premièrement vous pourriez être un petit peu plus spécifique sur la taille de ces segments, et puis deuxièmement est-ce que vous pouvez donner le coût de l'API de segmentation? Alors, donc la taille des segments, en fait, c'est illimité. Quand tu crées un segment, tu vas créer un segment. Le nombre d'identifiants de push token est illimité. Et ensuite, tu vas créer jusqu'à 10 sous-groupes qui sont encore une fois des liens, hein, des listes que tu transfères au travers de liens dynamiques à tes partenaires, donc de retargeting ou autres. Et le nombre de segments lui-même est illimité. Donc le nombre, la liste d'identifiants de push token est illimitée, le nombre de segments est illimité et tu peux aller jusqu'à 10 sous-segments. Donc c'est vraiment une fonctionnalité hyper puissante. Et pour le coup, bonne nouvelle, puisqu'on a sorti officiellement, donc il y a pas mal de nos clients qui l'ont testé en mode bêta jusqu'au 15 juin. Et l'outil segmentation est à présent disponible gratuitement jusqu'à fin septembre. On reviendra vers vous à partir de fin septembre pour les prochaines modalités de pricing. Voilà, et chez nous, pour le faire simple, alors nous, il n'y a pas de limitation sur le nombre de segments ou la combinaison des segments, etc. Donc ça, c'est tout à fait libre et illimité. Et en termes de coût, alors la création des segments avec notre propre plateforme ou avec l'importation, on va dire, statique, par importation directe de segments externes, ça c'est gratuit. Et ensuite, dans nos contrats entreprises, il y a des conditions particulières pour les utilisateurs qui vont venir créer des intégrations avec des outils tiers, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a Full Analytics, on a différents outils de push notification, différents outils de segmentation, etc. Et donc c'est avec ces outils-là qu'on a des intégrations natives qui sont en fait dans les contrats entreprises que l'on gère avec nos clients. Merci tous les deux. Philippe, j'en profite. Quelle est la différence entre des variations de test AB et des personnalisations? Ah oui, ça c'est effectivement une bonne question. Parce qu'effectivement, à la base, ce qu'on regarde d'un côté comme de l'autre, c'est effectivement de distribuer des modifications de l'application à des utilisateurs donnés. Un test AB, en fait, la chose qui va se passer, c'est tout simplement, on va prendre, chez nous, on prend généralement une population, de cette population, on va prendre un échantillon et on va distribuer différentes variations d'un élément ou de plusieurs éléments pour voir lequel fonctionne le mieux. Et la façon dont on mesure comment il fonctionne le mieux, c'est on a généralement des conversions, c'est-à-dire des clics sur un bouton ou différents autres éléments qu'on va surveiller dans l'expérience utilisateur qui vont pouvoir permettre de dire est-ce que c'est mieux ou moins bien. On a créé en fait vraiment un module complètement à part de personnalisation pour une simple et bonne raison, c'est que la notion de personnalisation d'une application, elle ne se juge pas forcément sur un élément ou sur une page, elle se juge à notre avis sur le fonctionnement général de l'application. Et en fait, ce que nous, on pousse nos clients à faire, c'est à regarder une application en disant, mais clairement, c'est peut-être une application globale, en fait, avec différents éléments. Je le disais tout à l'heure, ça peut être le menu, ça peut être la page d'accueil, mais ça peut être d'autres éléments que je vais regrouper dans un tout et sur lequel je vais promouvoir, en fait, une expérience utilisateur globale de mon application qui est personnalisée pour un segment donné. En fait, on va vraiment créer un package qui concerne beaucoup d'éléments de l'application qu'on va regrouper ensemble et qu'on va distribuer à un client. Et même si l'efficacité de cette personnalisation, évidemment, il faut la mesurer, elle se mesure souvent de manière un peu différente d'une conversion, parce que certes, ça peut être une conversion simple, mais ça peut être aussi, peut-être l'utilisateur, il va passer plus de temps dans mon application, peut-être il va être justement plus actif dans mon application, peut-être ça va être une combinaison de ces facteurs-là. Encore une fois, c'est à la fois la création du package et la façon dont on va juger l'efficacité de cette plateforme qui vont être les éléments clés de la personnalisation
plutôt que des éléments un peu plus précis qui sont généralement associés à des tests AB. Parfait. Et petite autre question liée à l'A/B testing. Est-ce que les statistiques et les changements liés aux A/B tests sont disponibles sur une seule et même interface? Oui, tout à fait. Il y a un seul élément, en fait. Enfin, nous, on permet de gérer directement depuis notre plateforme et la création des variations et les, euh, les résultats des tests en pointant en fait les conversions. Et donc, effectivement, tout est regroupé dans une seule interface où on va pouvoir créer ces tests et suivre les résultats. Et d'ailleurs, c'est des choses que on complète de plus en plus dans dans les temps qui sont aujourd'hui, où on crée de plus en plus en fait de types de reports et de plus en plus de types de conversions que l'on permet de mettre à la disposition de nos clients. Encore l'année dernière, on était vraiment spécialisé sur les clics. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments en fait qui permettent d'avoir des combinaisons de conversion et un choix de conversion beaucoup plus large avec virtuellement n'importe quel type d'éléments permettant de juger justement de l'efficacité des expériences utilisateurs. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Malheureusement, on manque de temps, donc je vais signaler à tous ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre que Aline et Philippe y répondront par email juste après le webinaire. Je crois que si vous passez la slide juste après, Philippe, Aline, il devrait y avoir vos coordonnées si jamais nos participants veulent vous joindre directement. Si vous avez d'autres questions qui évidemment surgissent, n'hésitez pas à contacter Philippe ou Aline par email. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour avoir répondu présent aujourd'hui et nous avoir permis d'un petit peu mieux comprendre l'optimisation du parcours client des utilisateurs. Merci à tous nos participants pour ces questions. Et puis, bah, quant à moi, je vous laisse dès à présent et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup encore et à bientôt.